C'est le 12 septembre 2013 qu'à plus de 18 milliards de kilomètres du Soleil, Voyager 1 quitte notre système solaire, après une aventure de 40 ans. Un long voyage qui commence au début du XXe siècle, quand un Russe du nom de Konstantin Tsiolkovsky a la brillante idée d'utiliser des fusées pour explorer l'espace. Des missiles V2 Ariane 5 et de la guerre froide à l'ISS, la conquête spatiale a connu bien des rebondissements depuis 1945. Les recherches de propulsion de fusées commencent dès les années 20. L'armée allemande soutient les recherches à partir de 1934. Hitler veut alors contourner les restrictions imposées par le diktat du traité de Versailles. Depuis juin 1919, l'Allemagne doit limiter son aviation. Mais aucune loi n'interdit la construction de fusées comme arme. Avec une portée de 320 km et plus d'une tonne d'explosifs par appareil, c'est plus de 3000 missiles qui s'abattront sur l'Europe. Werner von Braun dit: la fusée a parfaitement fonctionné, si l'on fait abstraction du fait qu'elle n'a pas atterri sur la bonne planète. Après la défaite de l'Allemagne en 1945, les recherches de Braun intéressent les États-Unis, qui recrutent les chercheurs nazis pour leur programme spatial. 4 octobre 1957, le monde est plongé en pleine guerre froide. Eisenhower arme les États-Unis de têtes nucléaires pour dissuader toute déclaration de guerre potentielle. L'Union soviétique arrive à envoyer le premier satellite artificiel de l'histoire en orbite autour de la Terre. Sputnik 1 émettra un bip permanent durant 92 jours depuis sa hauteur, comprise entre 227 et 995 km. Cet exploit est accompagné du lancement de Sputnik 2, qui envoie la chienne Laika dans l'espace en novembre 1957. Elle mourra finalement de la chaleur et du stress quelques heures après le lancement. « 1er février 58, 3h48 du matin. De l'autre côté du monde, en Floride, les Américains répliquent en envoyant leur premier satellite, Explorer 1, conçu par William Pickering, James Van Allen et un certain Werner von Braun. Les réussites du Kremlin inquiètent le gouvernement qui crée la National Aeronautic and Space Administration, la NASA, le 1er octobre 1958. La lutte entre les deux géants s'intensifie de plus en plus. Après 2 jours de traversée, l'URSS atteint l'orbite de la Lune avec Luna 1 en janvier 1959. Les menaces du régime socialiste pèsent une fois de plus sur la démocratie, et le monde n'est pas prêt à l'exploit que va accomplir le géant rouge. « 12 avril 61, 7h55, cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. L'opération Vostok n'a pris que 2 heures pour envoyer Youri Gagarin dans le premier vol habité de l'humanité. Cet homme s'inscrit dans l'histoire et réussit à revenir sain et sauf de son voyage. 6h07 du matin, Gagarin dit: « Chers amis, dans quelques instants, une puissante fusée soviétique va propulser mon vaisseau dans l'étendue de l'espace. » De l'autre côté du mur de Berlin, l'Amérique voit plus loin et envoie le 14 décembre 1962 Mariner 2 qui rentre dans l'orbite de Vénus. Ce satellite sera le premier à survoler une autre planète, mais il ne doit sa victoire dans cette course qu'à l'échec des Soviétiques avec la sonde Venera 1 qui avait presque 2 ans d'avance. 6 mois plus tard, les Soviétiques répondent directement en réitérant leur exploit, mais cette fois avec une femme. Ainsi, le 16 juin 1963, Valentina Tereshkova devient la première femme à avoir été dans l'espace. Parallèlement à cela, les 2 puissances hégémoniques sont rejointes par d'autres pays. Le Canada avec Alouette 1 en 1962, l'Italie en 1964 avec San Marco 1, la France avec le satellite Astérix en 1965 et l'Australie en 1967 avec WestSat. Le 3 février 1966, la sonde Luna de l'URSS se pose sur le sol lunaire. L'exploit est grand et il suffit à faire trembler l'Amérique. 8 ans plus tôt, 25 mai 1961, Kennedy fixe un objectif au Congrès.
Gagarine est allé dans l'espace, les États-Unis ne font que rattraper leur retard sur l'URSS qui enchaîne les réussites. Kennedy s'exprime simplement. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. « 16 juillet 1969, au Cap Canaveral. Les réacteurs de Saturn V envoient 3000 tonnes d'acier en direction de la Lune. Apollo 11 est lancé. À son bord, Michael Collins, Buzz Aldrin et Neil Armstrong. Ils traversent l'espace pendant 3 jours avant d'atteindre l'orbite lunaire. Le programme a englouti 135 milliards de dollars et a nécessité 400 000 personnes pour sa réalisation. Une fois arrivé, Eagle se dépose dans la mer de la tranquillité. La capsule s'ouvre sur le vide lunaire. Armstrong dit « C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. » À l'endroit du premier pas, les cosmonautes laissent une plaque signée du président Nixon. Ici, des hommes de la planète Terre ont pris pied pour la première fois sur la Lune. Juillet 69 après Jésus-Christ. Nous sommes venus dans un esprit pacifique, au nom de toute l'humanité. Rejoints par Buzz Aldrin un quart d'heure plus tard, ils feront des prélèvements sur le sol. Sur Terre, leurs exploits sont suivis par des millions de téléspectateurs. Après 195 heures, 18 minutes et 35 secondes de vol, ils amérissent finalement dans le Pacifique le 24 juillet. Pendant ce temps, le 21 juillet, la sonde soviétique Luna 15 s'écrase sur la Lune. Cette fois c'est sûr, les plans de Kennedy se sont révélés être un franc succès, et en ce jour, les États-Unis ont dépassé l'URSS. Néanmoins, la guerre ne s'est pas arrêtée. La course continue. 1971 est marqué par 2 lancements importants. Du côté est, la première station spatiale habitée, Salyut 1, s'envole le 19 avril. La station reste en orbite durant 24 jours. Mais lors de sa rentrée en atmosphère, les 3 cosmonautes meurent asphyxiés. Du côté ouest, les États-Unis poussent leur regard plus loin, et particulièrement sur Mars. Mariner entre dans son orbite le 14 novembre, 159 jours après son décollage. Le monde, petit à petit, rejoint la course. Les Japonais lancent Osumi en 70. 17 ans après la NASA, l'Europe crée sa propre agence, l'European Spatial Agency, l'ESA, en 75. Toujours dans une volonté de suprématie, les Américains surpassent leur horizon. Ils envoient Pioneer 10 vers Jupiter le 3 mars 1972. 22 octobre 1975, les Russes posent leur satellite, Venera 9, sur la surface de Vénus et rapportent des photos qui dévoilent sa surface brûlée par l'effet de serre. Depuis la mission Apollo 11, les États-Unis surpassent l'URSS, qui tend peu à peu vers sa chute. Cependant, le géant américain connaît une période de crise. Le chômage, l'inflation, le choc pétrolier, les mouvements contestataires, et par conséquent, le budget de la NASA chute. Mais malgré cela, elle réussit à poser la sonde Viking 1 sur le sol martien le 20 juillet 1976. Les pays enchaînent les missions. La navette américaine Enterprise, lancée depuis un Boeing 747. La première fusée Ariane de l'ESA en 1979. En 1981, la navette Columbia. En 1982, Jean-Loup Chrétien qui devient le premier Français à aller dans l'espace. Avec toutes ces réussites, personne ne peut prévoir le désastre qui va arriver au milieu des années 80. Janvier 86. L'équipe de cosmonautes embarque dans la navette Challenger. Le froid a reporté l'heure du décollage. L'appareil est enfin autorisé à partir à 11h38. T-6 secondes. Les 3 réacteurs s'enclenchent. La fusée est libérée de son aire de lancement et quitte le sol. Plus que 73 secondes à vivre. T plus 3 secondes. De la fumée s'échappe d'un joint de l'appareil. Les gaz émanant de cette faille dépassent les 2500 degrés. Mais ce détail n'est toujours pas remarqué par l'équipage et le contrôleur.
De plus, la fusée est normalement prévue pour résister à ce genre de dysfonctionnement. Seulement le froid va empêcher cette résistance. Le vol se poursuit, sans que personne ne se doute de ce qui va se passer. T plus 58 secondes. Les échappements de gaz sont de plus en plus visibles et la faille s'élargit. T plus 73 secondes. La navette finit par se désintégrer dans les airs. Elle continuera de planer pendant 37 secondes avant de s'écraser. Ce 28 janvier 86, la NASA a connu un des plus gros désastres que la conquête spatiale n'ait jamais connu. En 76, les Russes viennent de lancer Salyut 5, mais ils avaient déjà comme projet de réitérer leur exploit. Le programme Mir est alors lancé courant février 76, et la station voit le jour 10 ans plus tard. 86, un mois après la catastrophe de Challenger, au cosmodrome de Baïkonour, les Russes sont prêts à envoyer leur station de 120 tonnes en orbite. Contrairement à leur rival, l'opération est une réussite totale. Mir s'envole pour une mission de 15 ans. En tout, 137 astronautes passeront un séjour dans la station. Pas seulement russes, il y aura aussi des Français, des Allemands, des Anglais, des Autrichiens et des Slovaques. Un télescope est un outil indispensable aux astronomes pour observer les étoiles, depuis Galilée et sa lunette télescopique. Cependant, sur Terre, une observation peut être troublée par de multiples facteurs, météo capricieuse ou lumière des villes. Un télescope terrestre n'est donc pas opérationnel à tout moment. La NASA a donc cherché à construire un télescope spatial qui pallierait à tous ces problèmes en analysant l'espace directement depuis l'orbite terrestre. Ce rêve d'Hermann Oberth, rapporté dans son livre La fusée dans l'espace interplanétaire, datant des années 20, est devenu réalité quand, en 1966, la NASA lance le programme OAO. Le projet couvre une période de 6 ans, durant laquelle 4 télescopes seront lancés. Ces satellites observent l'espace à l'aide de détecteurs à rayonnement ultraviolet gamma et X. Les avancées permises par les télescopes OAO avaient rendu la communauté des astronomes enthousiaste à l'idée d'un nouveau télescope spatial à plus grande envergure. En 1970, la NASA démarre le programme ambitieux du télescope Hubble, mais un projet de cette taille coûte très cher. En 1974, les travaux connaîtront un ralentissement car les fonds seront stoppés par le gouvernement. Cependant, il se concrétise enfin le 24 avril 1990 quand le télescope Hubble décolle de la base de lancement Kennedy. C'est une victoire pour la communauté scientifique, mais pas totalement. Dès le premier jour, des problèmes techniques se manifestent. Et malgré que ces problèmes soient peu à peu maîtrisés, tous les clichés pris par Hubble sont flous. Il faudra attendre la mission STS-61 3 ans plus tard pour arranger la focale de l'appareil. En 1991, l'URSS s'effondre. Le mur de Berlin avec lui. Les États-Unis ont gagné. La dislocation de l'URSS entraîne 2 événements importants. Si la guerre froide a fortement contribué au progrès rapide et fulgurant de l'homme dans la conquête spatiale, sa fin a entraîné une véritable remise en question de son coût, important et décalé par rapport aux besoins réels des populations. La conquête spatiale va connaître un énorme désintérêt de la part du gouvernement. Cependant, c'est un soulagement pour les populations de voir les risques d'une guerre nucléaire entre les 2 idéologies disparaître. La fin de cette rivalité engendre aussi un rapprochement entre les nations. Ainsi, durant les années 90, se développe un projet de station spatiale regroupant les nations du monde. Finalement, les travaux de la Station spatiale internationale débutent courant 98 et est supporté par 16 nations, dont les États-Unis et la Russie. Toujours opérationnel aujourd'hui, l'ISS regroupe 5 organisations, la NASA, l'ESA, la JAXA, l'ASC et la Roscosmos. 1973, Alain Perfit écrit « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». En 70, à la surprise générale, le régime de Mao Zedong se hisse dans les puissances spatiales en envoyant son premier satellite en orbite. Les années 80 vont marquer un changement radical dans la politique du pays. Son ouverture va grandement influer sur sa recherche spatiale, mais il faudra attendre 2003 pour voir Yang Li, le premier chinois à aller dans l'espace. Encore une fois, cet exploit permet à la Chine de rentrer dans le cercle privé des nations capables d'envoyer des hommes dans l'espace. La fulgurante ascension de la Chine se poursuit encore aujourd'hui. En 2011, la nation effectuera 19 lancements, contre 18 seulement pour les Américains. La conquête spatiale née au XXe siècle se concrétise dans l'après-guerre.
Née de la destruction des missiles V2, ce fut pendant toute la guerre froide une arme entre les États-Unis et l'URSS. Cette rivalité entre les deux puissances a grandement joué dans le progrès fulgurant du domaine spatial. Mais la recherche a connu un revers énorme lorsque l'URSS s'est effondrée. La conquête spatiale a englouti des milliards de dollars, elle a mobilisé des milliers de scientifiques, ingénieurs, astronautes et industries. Mais elle a aussi contribué à une prise de conscience de l'homme, elle nous a permis de voir et d'aller plus loin. Toutes ces immensités qui ne seront sans doute jamais foulées par notre civilisation, car, tout comme Voyager 1, notre Terre n'est qu'un grain de sable perdu et seul dans un vaste vide glacial. There's a starman